Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais analyser l'action PayPal. Donc d'abord je vais déterminer si selon moi l'entreprise est de qualité ou non. Et en fin de vidéo je déterminerai sa valeur intrinsèque pour savoir si au prix actuel l'entreprise peut m'intéresser dans le but de battre le marché. Et sinon à quel prix je serais prêt à l'acheter dans le but de battre le marché. Alors l'action PayPal c'est une entreprise qui m'intéresse puisque le cours s'est complètement effondré. Donc elle a perdu 80%, elle est passée de 310 à 60 à peu près. Et elle est à un niveau qu'elle n'a pas eu depuis 2017. Donc je me dis qu'il y a potentiellement une opportunité. Donc là je vais faire une analyse de découverte, c'est-à-dire que j'ai pas encore lu les rapports annuels, mais c'est super important de les lire. Donc là ce que je vais faire c'est déterminer rapidement grâce à mon process, est-ce que l'entreprise peut m'intéresser, est-ce qu'il faut que j'aille creuser, ou est-ce que au contraire c'est une entreprise que je peux laisser sur le côté et qui m'intéressera pas, et donc pour laquelle ça vaut pas le coup que je prenne le temps d'aller lire les rapports vu que ça prend un petit peu de temps. Donc je vais passer sur mes critères de qualité. Donc ça, c'est les critères qui me permettent de déterminer si je vais mettre la boîte dans ma watchlist ou non. Donc est-ce que c'est une entreprise que je veux surveiller ou pas. Donc j'ai 7 critères quantitatifs qu'on va regarder. D'abord, je veux que la boîte ait de la croissance. Donc une croissance au niveau de ses revenus, une croissance au niveau de son bénéfice et une croissance au niveau de son free cash flow. Je veux qu'elle soit d'au moins 10% par an. Donc là, c'est bien le cas. En pourcentage, ouais, en moyenne, 16% de croissance sur les 5 dernières années. Donc ça c'est un point positif, et déjà une chose qu'on remarque, et un sujet qui sera à creuser si je décide de faire une analyse plus poussée, c'est la différence entre la croissance du bénéfice et du free cash flow. Donc ça fait partie des sujets qu'il faut éclaircir avant de décider d'investir. Ensuite je veux vérifier que l'entreprise n'émette pas de nouvelles actions. Donc je rappelle, si admettons vous possédez 1% d'une entreprise, mais que cette entreprise elle vend des nouvelles actions, et bien à ce moment-là vous posséderez plus 1%, mais vous posséderez 0,9, 0,8, etc. de l'entreprise. Donc on dit que vous vous faites diluer, donc ce qui est négatif. Et à l'inverse, dans l'idéal, si l'entreprise a des actions qui sont sous-évaluées, qui sont pas très chères, elle peut décider de les racheter à bon prix, ce qui là, à l'inverse, fera augmenter la part de l'entreprise qu'on possède, et donc c'est très positif. Et si les actions de la boîte sont chères, dans ce cas-là, l'idéal, c'est qu'elle les rachète pas, mais qu'elle en émette pas non plus, donc que ça reste stable. Donc là, en l'occurrence, on voit que le nombre d'actions a baissé de 5% sur les 5 dernières années. On peut aller voir plus en détail ce que ça donne dans le temps, Hub Shares Outstanding, et on voit qu'ils ont intensifié les rachats d'actions à partir de 2022, donc on peut aller regarder le cours. Et effectivement, ils ont commencé à intensifier les rachats d'actions quand l'action avait déjà perdu, était déjà passée de 310 à moins de 100 dollars. Et ils ont continué à en racheter pendant tout le reste de la baisse. Donc ça m'indique que ça a l'air d'être plutôt une bonne décision, donc le management a l'air de bien allouer le capital. C'est-à-dire que quand l'entreprise génère un certain free cash flow, le free cash flow c'est le cash qui est disponible pour que l'entreprise puisse réinvestir sur elle-même, acheter d'autres boîtes, rembourser leurs dettes, racheter des actions ou bien verser des dividendes. Donc là, le fait qu'ils aient décidé de racheter beaucoup d'actions quand l'entreprise, a priori, serait sous-évaluée, c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, à l'inverse, on voit qu'ils en ont émis un petit peu début 2021, et début 2021, ça correspond à un moment donné où l'action était assez plus haut, donc ça paraît cohérent. Donc ça, c'est positif, on va passer au point suivant, donc qui est le plus important. C'est le ROE, donc je regarde le ROE moyen des 5 dernières années et je veux qu'il soit au-dessus de 15%. Donc le ROE, c'est ce qui nous indique si l'entreprise va être capable de faire croître exponentiellement ses bénéfices, puisque par exemple un ROE de 16%, ça veut dire qu'elle est capable de transformer 100 euros en 116 euros. Si ensuite elle arrive à garder un ROE aussi élevé, alors elle va faire 16% de 116, et ainsi de suite, et donc ça fait un effet d'intérêt composé qui va donner une croissance exponentielle. Et donc si les bénéfices croient exponentiellement, et en général le cours de l'action suit la même trajectoire. Et ensuite, il y a un petit danger avec le ROE, c'est que ce retour sur investissement-là, il peut être boosté si l'entreprise investit beaucoup via de la dette. Donc si l'entreprise emprunte beaucoup d'argent pour investir, puisque le ROE ne concerne que l'argent investi par les actionnaires ou les bénéfices réinvestis. Donc pour ça, on peut vérifier de plusieurs manières. Là, je vérifie que l'entreprise puisse payer la totalité de ses dettes long terme avec son free cash flow moyen des 5 dernières années. Et elle peut le faire en moins de 5 ans, elle peut le faire en 2,8 années. Donc l'entreprise a l'air en sécurité au niveau de son endettement. Et dernier critère quantitatif de qualité, ce sont les marges. En général, j'évite les boîtes qui ont des marges trop faibles, parce qu'une entreprise qui a des marges de moins de 5% par exemple, à moins que ce soit un choix, parce que l'entreprise réinvestit énormément, comme par exemple Amazon peut le faire, si l'entreprise a des marges en dessous de 5%, mais qu'elle n'a pas vraiment le choix, alors ça lui donne pas assez de marge de manœuvre, et en cas de problème, elle peut se retrouver directement en perte.
Donc j'évite ces boîtes-là. Donc je vais dans marge ici, et on voit que PayPal, alors la grosse margin de PayPal est en baisse, donc ça fait partie des sujets qu'il faudrait que j'aille creuser lorsque je ferai mon analyse complète. Pourquoi c'est passé de 52 à 41? Parce que ça peut potentiellement être mauvais signe. Ensuite, l'operating margin, elle est plutôt stable, elle est à 15,74%. Et la net margin, en général, est entre 10 et 15%. Donc c'est un niveau de marge qui me convient. Donc tous les critères de qualité quantitative sont remplis. Donc jusque-là, c'est une entreprise qui m'intéresse et que j'ai mis dans ma watchlist. Il y a un autre point de qualité, mais qualitatif, qui est quand même à regarder, c'est le moat. Donc est-ce que l'entreprise a un rempart concurrentiel? Et c'est le fait qu'elle ait un rempart concurrentiel qui peut lui permettre de garder un ROE élevé. Puisque si elle n'a pas ce rempart concurrentiel, des concurrents vont pouvoir lui prendre des parts de marché, faire baisser ses marges, et donc le retour sur investissement là va baisser. Et donc au final, l'action performera moins. Donc il existe plusieurs types de moats, et pour PayPal, intuitivement, je pense qu'ils ont un network effect. Voilà, ici on a une bonne explication. Donc la base utilisateur massive de PayPal leur permet de bénéficier d'un effet réseau. C'est-à-dire, plus il y a d'individus qui s'inscrivent pour un compte PayPal, plus la valeur pour les vendeurs augmente, puisqu'ils ont maintenant un nombre plus grand de clients potentiels. Et l'opposé est aussi vrai, puisqu'il y a de plus en plus de vendeurs qui acceptent PayPal, ce qui permet d'augmenter le nombre d'endroits où les clients peuvent faire leur shopping avec PayPal. Donc là, ce qui restera à faire, c'est aller vérifier si ce moat il est bel et bien aussi fort qu'on peut le penser, et est-ce qu'il est durable, puisqu'il faut aussi penser à la concurrence. Il y a quand même Apple Pay, il y a Stripe aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra aller vérifier lorsque je ferai une analyse plus poussée. Donc PayPal remplit mes critères de qualité, et maintenant je vais aller regarder à quel prix l'entreprise pourrait m'intéresser et est-ce que je serais intéressé pour l'acheter aujourd'hui au prix de 62 $. Donc pour ça, je vais utiliser la méthode de valorisation qu'on appelle le discounted cash flow, qui part du principe que la valeur d'une entreprise elle est égale à la valeur actuelle de ses cash flows futurs. Donc concrètement, on va simplement estimer le free cash flow que l'entreprise va générer sur les 10 années à venir, et puis faire une série de produits en croix et additionner le tout. Et ça va me donner à la fin un prix d'achat pour différentes performances. Donc on va devoir estimer trois choses. Déjà, le taux de croissance que l'entreprise aura en moyenne par année sur les 10 prochaines années. Alors j'ai regardé un petit peu les estimations des analystes et ils prévoient dans les 8% de croissance. Je préfère toujours être plus conservateur pour avoir une marge de sécurité, on verra bien le prix que ça donne. Je vais mettre plutôt 6%. Sachant que l'économie américaine c'est 4% de croissance, j'imagine que PayPal va faire plus, je les vois pas trop faire moins. Donc voilà, je me place au milieu, 6%. Ensuite, je dois déterminer à quel multiple de valorisation l'entreprise sera dans 10 ans. Donc là, des multiples comme 31, 33, ça c'est beaucoup trop cher, je ne mettrai jamais ça dans une estimation. Je vais mettre, j'hésite entre 15 et 20, je vais mettre 15, on va voir ce que ça donne. Je préfère toujours être plus pessimiste et enfin conservateur pour avoir une marge de sécurité. Et au pire, s'il y a plein d'actions que j'achète pas parce que j'ai été trop pessimiste, c'est pas très grave, il n'y a pas besoin d'acheter des tonnes d'actions. Je préfère avoir un portefeuille assez concentré, mais avec peu de risques et des fortes convictions. Ensuite, je regarde la marge du free cash flow en moyenne pour les 10 prochaines années. Donc là, je vais mettre 18%. Je rappelle que là, c'est une analyse de découverte que je fais. Après avoir fait une analyse plus poussée, j'aurai peut-être des valeurs un petit peu différentes. Et donc, pour un prix de 62 $, mon analyse, donc si ces valeurs-là se révèlent être vraies, je peux m'être trompé dans mon analyse, si ces valeurs-là se produisent vraiment à l'avenir, alors acheter l'action aujourd'hui pourrait nous donner une perte de 13% par an sur les 10 prochaines années. Ce qui est donc 3% au-dessus d'un ETF S&P 500, ce qui à long terme fait une énorme différence. Ça peut être des centaines de milliers d'euros ou des millions d'euros en fonction de combien on a investi. Donc là, ce que cette analyse m'indique, ça ne veut pas dire que je dois aller me précipiter pour acheter l'action tout de suite. C'est une analyse rapide que j'ai faite. Par contre, ça m'indique qu'il faut impérativement que j'aille creuser, que j'aille lire les rapports annuels pour être sûr d'éclaircir les zones d'ombre, m'assurer de la qualité du moat et ainsi de suite. Et à ce moment-là, je pourrais éventuellement décider d'ouvrir une position sur PayPal. Et si vous voulez pouvoir faire ce genre de valorisation facilement, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous recevrez un Google Sheet qui ne sera pas exactement celui-là puisque c'est branché à une source de données, mais ça vous permettra de faire la même chose et il y a une vidéo explicative avec. Donc voilà, vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!